on sait que tout doit être terre à terre, puis c'est facile de tomber dans on va faire ça plus beau, on va rendre les bureaux de l'armée plus beaux, parce que non, mais c'est pas intéressant, ça. Il y a une brutalité dans ce film-là, puis on voulait le montrer aussi, on voulait pas enjoliver rien. Patrice Vermette est le directeur artistique de films tels que Sicario, Arrival, Dune et plus récemment Faux. J'avais surtout les séquences oniriques, là, puis l'araignée géante, tout ça, tous ces visuels-là. Là. Charles Riendeau est un gros fan du film Harry Potter et la Chambre des secrets. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. On voulait commencer pour nos auditeurs, peut-être si tu veux décrire un peu ton rôle, peut-être démystifier pour les gens là, qui ne savent pas qu'est-ce que ça implique. Ben, bon, mon nom est Patrice Vermette, je suis production designer ou ici au Québec, on peut dire directeur artistique. Et mon rôle consiste à m'occuper en fait du visuel, tout ce qui est l'écran, tout ce qui est derrière les comédiens, c'est d'accompagner, de suivre la vision du réalisateur, puis d'essayer de l'appuyer là-dedans, puis donner le maximum de mes compétences et de ma passion, pour toujours en pensant au projet, puis toujours en analysant la ligne narrative du film, de la scène, des personnages. Fait que c'est ça, c'est créer l'univers visuel d'un film, en fait. OK, super. Puis ton processus artistique à ce moment-là, qu'est-ce que tu préfères? Comment est-ce que tu abordes? Ben, mon processus, en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que ça commence toujours avec la lecture du scénario. Parfois, ça commence par la lecture du livre et ensuite du scénario. Scénario, je dig deep. Je fais vraiment... je fais une première passe, puis après cette première passe-là, quand tu lis un livre, tu as toujours des images qui te viennent en tête, très précises. Puis je commence à faire une espèce de mood board ou de collage. Ça peut être une photo de nuage, ça peut être une photo d'un photographe, parce que je trouve que sa lumière rend bien, pourrait servir l'ambiance d'une scène en particulier. C'est beaucoup d'architecture. C'est des croquis aussi que je fais, des dessins. Puis ensuite de ça, ben, j'envoie mon dossier, mon document au réalisateur qui le regarde. Puis on se rencontre, puis on en parle. Puis on échange sur oui, non, oui, un peu plus comme ça. Puis ensuite, ben là, il y a un petit back and forth qui se fait à quelques reprises. Puis après ça, ben, une fois que le réalisateur ou la réalisatrice et moi, on fait comme that's it. Et ça se passe relativement assez vite, en fait. Et ben là, je commence à dessiner. Puis cool. Je fais des keyframes. C'est quoi un keyframe? C'est un plan qui va probablement être dans le film, probablement assurément dans le film, et qui explique, c'est comme, OK, qui explique c'est quoi l'espace qui va être utilisé et qui met en scène des personnages du film. Ouais, cool. Ou un véhicule, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je fais comme des espèces d'establishing en illustration. Puis c'est ça. OK, cool. Puis ça va servir à toute l'équipe à connaître la couleur du film, l'esthétisme. Puis ça va servir à toute l'équipe. Éventuellement, avec ces dessins-là, on fait ce qu'on appelle une bible. Ouais. Puis c'est ça. Ça sert de marche. C'est la Bible, ça le dit, c'est la marche à suivre à tout le monde. C'est ça. Exact. Fait que des fois, tu te trouves souvent à designer, à inventer beaucoup, là, pas juste les plans puis l'espace, mais beaucoup d'éléments visuels. Oui, les accessoires, les meubles, les lieux, j'ai dessine, mais en fait, ça dépend aussi de quel type de film. Si on tourne sur un film à plus petit budget, mais on tourne en location, bon, ben, on la voit à la location, j'ai pas besoin de faire de dessin, mais quand je fais des dessins, c'est pour des lieux qu'on va créer en studio ou en backlot. Un backlot, c'est un espace extérieur où est-ce qu'on construit. Ou, ça peut être en arrière du studio, ou ça peut être comme dans un champ, on va construire une maison. Fait que, OK, j'ai une illustration du champ avec, je dessine la maison, je dessine les éléments alentour de la maison, l'heure de la journée avec les nuages, puis disons qu'il y a de la pluie ou une tempête de neige. Fait que là,
je fais cette mise en scène visuelle-là pour... c'est ça. En termes mettons, on parle de Dune. Ouais. En termes d'influence, est-ce que tu es un petit peu allé chercher dans les précédentes adaptations, que ce soit celle de David Lynch ou bien dans ce qu'on a vu de Jodorowsky? Non, pas du tout, en fait. Okay. Pas du tout. En fait, Dune, c'était un des livres... En fait, c'était... Je pourrais même dire le livre préféré de Denis quand il avait 13-14 ans. À l'âge de 15 ans, il avait même fait des storyboards. Sur... puis que son frère a ressorti et a dit hey, « Denis, tu te souviens de ça? » Fait que c'est super intéressant. Parce qu'on comprend que c'est un film qui l'a habité depuis longtemps. Ouais. Et c'est comme une quarantaine d'années. Là, tu fais comme « OK, c'est un... » C'est vraiment, ça lui a... C'est ça, c'est son film, c'est son univers. Fait que c'était... le design est une réponse à la vision de Denis. OK. Puis, donc, tu as fait abstraction. Fallait faire abstraction. Moebius, Giger, tout ça. Non. Même si c'est Moebius, Geiger, c'est wow. Ouais. Mais on a fait complètement abstraction de ça. On est parti de la page blanche. Moi, c'est ce que je préfère faire, en fait, en tant que designer. Je suis allé chercher des éléments, genre, c'est pour ça. Tout à l'heure, quand on parlait du processus, cette fois-là, j'ai commencé... Cette fois-ci, j'ai commencé par relire le livre. Puis je suis allé chercher les éléments, parce que oui, c'est un monde qui est bien détaillé, mais pas tant que ça, en fait. Mm-hmm. Il explique pas, on sait que il y a des vents qui vont à 850 km/h. On sait qu'il fait très, très chaud sur Arrakis. On sait qu'il y a des vers. On sait que les gens qui ont établi Arrakis, la ville d'Arrakeen, ils ont fait leur résidence, leur palais. Puis c'est le palais est le plus gros palais construit de tous les temps par l'être humain. Fait que ça donne des cues, ça donne des éléments sur lesquels tu peux bâtir, tu peux commencer à designer par rapport à la réalité de la planète. Ouais. Parce que le design... Aussi, quand on parle d'architecture, de world building, d'architecture ça doit répondre à une réalité de la planète, la réalité est expliquée. Donc, les vents, même sur la planète Terre, l'architecture répond à des besoins très réels. Fait que c'est dans cet esprit-là que le film a été designé. Ben oui, puis ça se voit justement à l'écran, dans la ville d'Arrakeen, qui est très... quand même, moi, je dirais utilitariste là, pour des gens qui ont beaucoup de moyens. Il n'y a rien qui est vertical parce que moi, j'ai fait un peu du method designing. Okay. Tu fais comme... Je me suis mis à la place de l'architecte ou de la personne qui serait arrivée là en premier, envoyé par une force, une culture colonialiste. Puis tu arrives là, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va construire une ville. Les vents sont sont de 850 km/h. On va pas se mettre à faire des trucs à la verticale, comme j'expliquais, parce que ça va contre nature. On va mettre les trucs très angulaires, parce que le vent va pouvoir glisser au-dessus des édifices. On va pas non plus construire une ville en plein milieu du désert, parce qu'on va se faire attaquer avec la vibration et tout. On va se faire attaquer par les vers, parce que ça aussi, c'est une réalité du monde. Fait qu'on va trouver un endroit qui est dans une espèce de bol de montagne, ce qui va servir de protection naturelle. Ensuite de ça, l'architecture va être influencée, c'est sûr, par l'architecture ziggurate, mais aussi par l'architecture, bien sûr, brutaliste. Parce que nous, dans notre culture, la planète de terrien, le brutalisme a été beaucoup utilisé dans des sociétés totalitaires. Même si c'est un courant que j'adore parce qu'il y en a beaucoup. Esthétiquement, c'est magnifique. À Montréal, on en a beaucoup. Ouais. Puis c'est magnifique. J'adore ces lignes-là. Puis je me suis inspiré du brutalisme brésilien, en fait. Okay. Plus particulièrement, c'est plus pointu, mais. Puis parce que pour revenir à l'idée du brutalisme, c'est vraiment un espèce de show of force par rapport à la population locale. Très massif, très imposant. Et on a décidé aussi de faire des murs très, très épais pour, un peu comme le concept d'une grotte, ou garder le peu d'humidité ou le peu de fraîcheur qu'on peut avoir. Puis on a aussi décidé de faire des cheminées
de lumière pour au lieu d'avoir une lumière directe, c'est une lumière qui est canalisée, en fait, et qui diffuse à travers les cheminées où est-ce que la lumière passe, puis c'est réparti à travers les pièces des bâtiments. C'est ça. Fait que cela dit, ça, c'est pour Arrakis. Puis pour Caladan, c'était un autre. C'était une réponse aussi au fait qu'il y a de l'eau, qu'il y a des forêts, fait qu'on voit du bois là, dans Arrakeen, sur Arrakis, il n'y a pas de bois. Donc c'est toujours une réponse à l'environnement et à la culture. Sur Caladan, on comprend en lisant le livre que c'est très médiéval. Il y a un côté très médiéval. Puis j'ai mis un peu d'architecture impérialiste japonaise dedans. Et c'est ça. Puis, en fait, Denis puis moi, pour Caladan, on se disait, on parlait de la température, puis on se disait, c'est un peu comme l'automne. Puis l'automne aussi, c'est la mort de quelque chose. Tu sais, ça annonce la mort qui va être l'hiver. Donc, dans la trame narrative, c'est super intéressant. Donc, c'est la fin d'une époque. C'est nostalgique. C'est romantique aussi. Puis, on s'imaginait les automnes canadiens avec les feuilles, mais sur le bord de la mer, sur la côte est, sur la côte ouest, avec les verres sur le rocher, la mousse verte, le lichen en verre de gris. Fait que c'est ça c'est ça. On a créé à partir de ça. Cool. C'est vraiment... Ça me donne une toute nouvelle appréciation. Ben, déjà, j'apprécie beaucoup. Je pourrais continuer, mais non, c'est un résumé, vraiment fascinant. Hein, oui, super. Puis, sinon, tu as souvent collaboré avec Denis Villeneuve, justement. Est-ce que tu as des anecdotes, des commentaires par rapport à ça? Écoute, Denis, des méthodes de travail? Denis, on a commencé à travailler ensemble sur Enemy, puis tout de suite, ça a été une espèce de bromance qui a commencé. Cool. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un gars hyper généreux. C'est un gars qui aime, qui a une vision très, très claire, très, très précise de ce qu'il veut, mais en même temps, fait aussi, une fois que tu as sa confiance, il accepte le input des autres. Tant aussi longtemps que ça va encore là dans la vision, mais ça, c'est notre job de toujours s'enligner sur la vision des réalisateurs ou réalisatrices. Puis, fait qu'il accepte les idées parce qu'on a tous en commun le but, c'est que le film soit un meilleur film. Donc, c'est de proposer des idées, proposer des choses. Que ce soit le directeur photo, que ce soit le gars des effets visuels, que ce soit les costumes, les accessoires. On est tous là pour faire un meilleur film. Personne n'est là pour faire. Fait qu'il y a une espèce de c'est une rivière d'idées quasiment quotidienne. Puis Denis, il est vraiment extraordinaire parce qu'il a la capacité de bonne idée, mauvaise idée, bonne idée, bonne idée, bonne idée, mauvaise idée. Tu sais, c'est un espèce de. Il est très bon pour savoir départir tout ça. C'est extraordinaire d'avoir travaillé. Puis moi, je dis souvent, tu sais, je suis très, très fier et très heureux de faire partie d'un des meilleurs bands de cinéma de la planète. C'est ça, avec toute l'équipe qui l'entoure. Je pense qu'on est un bon band. Ouais. C'est quand même toute une petite fierté là, pour le Québec ici, qu'on a beaucoup, beaucoup de talent à l'interne, puis qu'il y a une reconnaissance comme ça là, à l'international, puis des gros projets. Là, L'important, c'est d'avoir du plaisir tout le temps. Puis c'est ça, avec Denis, tu sais, c'est toujours, tu sais, tout le monde travaille fort. On comprend que tout le monde travaille fort, mais c'est toujours fait dans un respect total, puis dans l'amitié. Puis, tu sais, c'est dans le respect. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que, dans le fond, c'est une collaboration qui va durer encore longtemps. Mais en fait, j'espère. On ne sait jamais. Il n'y a jamais rien d'acquis. Puis c'est ça. Ça aussi, c'est important. Savoir qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Puis tout peut changer pour une raison X. Faut pas... J'ai entendu dire que tu travaillais de la maison pour faire tes maquettes. En fait, c'est les tu sais, maintenant, avec la technologie, ce qui est génial, puis ça, moi, j'avais commencé ce procédé-là avant la COVID. Okay. C'est que je commence le matin,
j'ouvre mon... moi, je suis encore old school, je suis encore avec Skype. Okay. Skype, je trouve que c'est un outil incroyable. Puis les gens avec qui je collabore, mes illustrateurs, j'en ai un qui est à Los Angeles, j'en ai un qui est en France, j'en ai un qui est à San Francisco, j'en ai un qui est à Montréal. Mais on se parle tous à travers l'écran. On a nos écrans ouverts, on a Skype ouvert, puis on se parle comme si on était dans la même pièce. Puis avec le chatbox, j'envoie des petits croquis, puis il m'envoie des dessins, puis je leur envoie des dessins, puis là, on fait des corrections. Comme ça, c'est du espèce de ping-pong. Mais comme si on était dans la même... Fait qu'on n'a pas besoin d'être dans la même pièce. Mais on est quand même dans la même pièce parce que c'est un peu la même chose. On est à nos écrans, puis on se parle, on interagit ensemble. Puis on peut tous être avec notre famille à ce moment-là. Exact, c'est ça, parce que sinon, c'est se déplacer c'est ça. longtemps. Ça fait l'affaire de tout le monde. Ça doit quand même exiger une fois de temps en temps d'aller à oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis une fois que la pré-production commence, en fait, même avant, les repérages, puis tout ça, là, je quitte la maison, puis là, on part... l'année dernière, j'étais absent 11 mois là, de la maison. Là. Ah ouais. L'année d'avant, c'était 10 mois. L'autre année d'avant, c'était la COVID, mais j'ai quand même été absent 6 mois et demi. Oh, quand même, hein? Quand même. Fait que fait que tous les petits moments qu'on peut être à la maison, on les prend, puis parce que c'est important, ça fait des familles plus fortes. Ouais. J'ai une autre question un petit peu plus pointue sur Arrival. Ouais. Fait qu'un autre de nos films de science-fiction. Moi, c'est mon science-fiction préféré. Là, merci, c'est gentil. Puis on se demandait... en fait, on avait beaucoup de questions sur le design des extraterrestres, du vaisseau, tout ça. Je sais pas si c'est un petit peu loin ou si tu peux non, je peux vous parler, mais en long et en large. Premièrement, il y a on va parler du langage. Oui. Ouais. Je parlais de ma famille, puis on va parler du langage, parce que c'est ma conjointe, Martine Bertrand, qui a fait le design des logogrammes. Cool. Ah, cool, OK. Puis moi, j'étais un peu dans le néant, genre on essayait plein de trucs. Puis il n'y a rien qui collait, il n'y a rien qui avait la poésie que le langage devait avoir. Puis un jour est arrivé, un matin, j'avais une rencontre cette journée-là avec Denis, et Denis est à Montréal. Puis Martine, ma conjointe, elle me dit « Pat, laisse-moi essayer de trucs, je pense que j'ai une idée. Quand tu reviens ce soir, je te montrerai ça. » Je dis « OK, cool, merci. » Fait que je reviens le soir, puis il y avait 15 logogrammes sur la table. Elle dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Je fais « Wow, faut tellement que je montre ça à Denis. » Là. Je pense que c'est vraiment ça. C'est comme « Wow! » Fait qu'après ça, j'ai montré à Denis. Ça a été accepté. Puis après ça, j'ai pris les logogrammes, on les a scannés. Puis on les a comme découpés en petites parties. Puis on a fait une espèce de langage cursif avec... si, admettons que ce petit bout d'encre-là égale telle chose, fait qu'on s'est créé un langage... OK, il y a une logique d'établir. Théorique. Ouais. Théorique, et on s'est construit un dictionnaire d'à peu près 102, 103 mots. Ah ouais, OK. Juste parce que c'est comme ça. Le design ne doit pas être du pur design accidentel ou esthétique. Ça doit répondre. Il doit y avoir une logique. Absolument. Puis on a, avec ce dictionnaire-là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai envoyé une copie de ça à une linguiste, puis une copie à un mathématicien qui s'appelle Stephen Wolfram, qui est un génie reconnu. Lui... il a fait un programme qui s'appelle Mathematica. C'est un être extraordinaire, fascinant. Et la linguiste m'a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je dis non, essaie de voir c'est quoi. Je sais pas, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. T'sais. Et le mathématicien, 24 heures plus tard, il me dit It's a language. Ah ouais. Ah, wow. Cool. Fait que j'ai fait all right. La seal of approval. J'avais le stamp, fait que c'était cool. On a comme parfait. Si quelqu'un l'a trouvé, ben oui. Génial. Ça nous donne une légitimité. Ben oui. Puis pour le vaisseau, écoute, le vaisseau, ça a été une des longues discussions. On avait au scénario une sphère qui était atterri sur la planète Terre avec un espèce de... en créant un cratère alentour
avec la base militaire alentour. Puis on se disait, je pense que c'est pas très crédible. Bon, les extraterrestres qui arrivent sur la Terre, peut-être j'espère qu'un jour ça va arriver. C'est cool. Mais ce serait cool, ouais. Mais c'est pas encore arrivé. Fait que on se posait plein de questions. On avait le désir de faire un truc. Toujours le désir de faire un truc qui n'était jamais vu. Puis vraiment aller dans d'autres codes. Fait que Denis, il me dit, écoute, on essaye d'autres formes. Parfait. On essayait même une huître, à un moment donné, une forme d'huître qui est sortie. Puis à un moment donné, on a eu l'idée que le vaisseau soit pas atterri, soit genre à 28 pieds du sol. Puis là, Denis dit, ce serait le fun que ce soit comme vertical. OK, cool. Fait que là, on commence à travailler ça. Entre-temps, ce serait le fun que ce soit comme une roche, un skipping stone, tu sais, un galet. Un galet. Ah, c'est cool. Puis là, moi, j'avais ma souris d'ordinateur. Là, je fais, OK, wow, c'est pas pire comme shape. Ça. Fait qu'on a, je me suis basé un peu là-dessus. Puis après ça, on l'a comme... on l'a travaillé. On lui a donné la texture de pierre. Puis, à l'intérieur, mais c'est toutes des layers de roches qui se représentent. Ouais. Vous vous souvenez, ouais? Oui, on voit les petites lignes. Là, c'est ça, la roche, tous les sédiments, tu vois, tous les sédiments. Mais ça représente comme, si vous avez porté attention, dans le vaisseau, il y a ce motif-là vertical. Il y a une immense fenêtre blanche. Mais ces motifs-là, on les retrouve souvent dans le film. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non. OK. Ben dans la maison de Louise Banks, oui. La grande fenêtre, l'arbre. On a aussi les lignes c'est une maison mid-century modern qu'on a trouvée à Vaudreuil sur le lac. Sur les murs, on a rapetissé l'espace. Parce que la maison était trop grande. Rapetissé l'espace. Puis sur les murs, il y a c'est des planches de bois. Encore là, les lignes au plafond, les lignes. À l'université où elle travaille, on a choisi le lieu... UDM. C'est ça, le HEC sur Decelles. Encore là, du brutalisme. Et encore là, les lignes sur les murs. Ben oui. Pour nous, ce motif-là, c'était comme c'était des couches de savoir, des pages d'un livre fermé. C'est comme... Absolument. Mais c'est très métaphorique. C'est ça, ouais. Mais c'est présent. Si on revient au vaisseau encore là, on s'est rendu à un point où est-ce que... Je reviens sur le vaisseau. Le vaisseau vole. On a à 28 pieds. Puis là, c'était vraiment une réponse comme... Bon, mais comment il monte, là? T'sais? Puis là, je me suis dit, l'armée n'aurait jamais designé un truc spécifique en prévision qu'un vaisseau, un jour, va... non, c'est ça. C'est complètement ridicule. Fait que il est en Skyjack. Si j'étais commandant de l'armée, un peu comme, tu te fais du méthode... je me suis mis en peau du commandant de l'armée. Bon, comment qu'on monte en haut? On va... Est-ce qu'il y a un Loutec pas loin? On fait venir un Skyjack. Faire façon tu peux faire. C'est ça. Puis après ça, au scénario, c'était un long corridor. Puis là, on se dit, mais là... Denis, t'as mis le vaisseau vertical. Non, fait que finalement, tu sais, je proposais, s'il est sur le Skyjack, il monte sur le railing, sur le railing. Ce qui se passerait pas sur un chantier. Là, c'est ça, ce qui se passerait pas sur un chantier. Tu grimpes, puis tu mets le pied, tu sautes, puis tu mets le pied, puis tu peux... Ils nous ont dit de pas faire ça. Puis dans la job, ils ont dit de pas faire ça, mais tu sais, pourquoi ça... Là, dès qu'on quitte le scissor lift, le Skyjack, on rentre dans un autre monde, une autre réalité arrive. Fait que pourquoi qu'il n'y aurait pas un gravity shift, tu sais? Oui. Puis, tu sais, après ça, les scientifiques qui arrivent en pick-up blanc, tu sais, Denis, il dit, il arrive. Tu sais, dans la même pensée, il dit, il aurait loué des trucks blancs, parce que l'armée, ils en ont des trucks blancs, des pick-up blancs, puis c'est ça qu'il aurait utilisé. Ouais. Fait que tu serais pas arrivé en tank ou en véhicule. Fait que c'est dans cet esprit-là que le travail avec Denis, c'est toujours une réponse. Faut être groundé. Je pense que pour que les gens croient à l'extraordinaire,
faut ancrer tout ça dans une réalité dans laquelle les gens peuvent se reconnaître. OK, je reconnais ça, je reconnais ça. Et là, tu peux les amener un peu plus loin dans l'imaginaire. Fait que c'est la méthode. C'est très efficace, ouais. Quand j'ai étudié à l'Université de Montréal, le cours de théorie du cinéma, enseigné par Bernard Perron, il se servait de Arrival pour toute la théorie du cours. Fait que je pense que je l'ai écouté 4 fois, cette session-là, parce qu'à chaque fois qu'il nous amenait un nouvel élément théorique, autant au niveau scénario que d'interprétation, une certaine scène de Arrival, puis il dit, bon, regardez cette scène-là. Est-ce que vous avez parlé de l'hôpital? Je veux te dire que ça fait une couple d'années. L'hôpital, tu sais, la fille de Louise Banks, ce personnage joué par Amy Adams, naît et meurt aussi. Puis il y a une scène, on a choisi la location, c'est un hôpital à Montréal, Santa Cabrini, je crois, qui est on l'a choisi parce que c'est rond. Oui, c'est vrai, il y a des coins ronds là-bas. C'est une tour, puis les salles sont disposées tout autour de la tour. Fait que c'est le cercle de la vie. Tu meurs, puis c'est aussi en relation, en réponse au scénario. Tu sais. Ouais. Fait que tu sais, elle marche, puis elle est en crise parce que sa fille vient de mourir, mais puis on voit le corridor, c'est un rond. Un cercle. Le cercle de la vie. Ouais. Je me souviens pas si on avait abordé ce sujet précisément, mais on disait que dans le vaisseau, mais l'écran qu'on a, c'est un peu l'écran dans l'écran, une mise en abîme. Puis dans la salle de classe aussi. Pourquoi on a choisi cette salle de classe-là? Parce que c'est un cercle, c'est un auditorium en cercle. En fait, une portion de cercle. Mais le tableau de la classe, il est blanc. Puis il s'ouvre sur une télé qui est une autre fenêtre. Oui, effectivement. Pas grand-chose de laisser au hasard. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, quand on parle du processus créatif, c'est ça. C'est de regarder les scènes. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette scène-là? Où est-ce qu'on veut aller? Tu sais, les mêmes questions que les comédiens se posent pour créer leur personnage, mais nous, on se les pose pour designer un film. Tu sais, c'est pas... Il n'y a rien de gratuit. Pourquoi que le plafond semble un peu plus bas dans cette scène-là? Parce qu'on l'a décidé ainsi, parce qu'il y a une compression qui se fait, il y a une lourdeur. Pourquoi les murs sont de telle couleur? Pourquoi la pièce est plus étroite? Pourquoi... Fait que tout ça, c'est des trucs qu'il faut se poser en tant que concepteur pour appuyer le propos du film. Hein? Ouais, fascinant. Justement, ce que tu viens de dire, ça m'amène un peu vers ma prochaine question. Je pensais à Sicario. Ouais. On parle de réalisme versus science-fiction, fait que des éléments qu'on crée de toutes pièces versus des endroits, mettons, qu'on trouve, que ce soit location scouting ou des endroits que vous connaissez déjà. Est-ce que ça change un peu ton processus quand là, on est vraiment plus terre-à-terre ou tout doit être terre-à-terre en bout de ligne? Donc, non, on sait que tout doit être terre-à-terre. Puis c'est facile de tomber dans on va faire ça plus beau, on va rendre les bureaux de l'armée plus beaux parce que... Non, mais c'est pas intéressant, ça. Non. Non, nous, fait qu'on voulait... Encore là, on avait une recherche de faire des trucs vraiment... Il y a une brutalité dans ce film-là, puis on voulait le montrer aussi. On n'a pas enjolivé rien. Puis tu sais, la maison, au départ, l'extérieur, c'est en extérieur, mais l'intérieur, c'est en studio. OK. L'explosion, on l'a fait en studio aussi. OK. Pour des raisons techniques. C'est pour ça on pesait le pour et le contre. On a pris le risque de le faire en studio. Ça a fonctionné. Puis, il fallait faire aussi en studio la maison parce que les personnages dans les murs, qui représentent un peu la pourriture du système en même temps. Il y a tout un... puis, c'est un espèce de long corridor. Encore là, c'est comme une église. Tu as les corps qui sont là. Puis, tu as une petite fenêtre en haut. C'est comme un temple weird. Ouais. Puis, fait que c'est ça, il y a toujours... Puis le fameux border crossing, ça, il y a toute une histoire, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais ça aussi, tu sais, à la lecture du scénario, tu as des producteurs qui vont dire, bon, on va faire ça en location, puis ou au pire, on va se trouver une route, puis on va construire... Mais pour que ça ait du sens... on est allé visiter le vrai Bridge of America. Enfin, il y en a 3 Bridges of America à El Paso qui va à Juarez. C'est large, là, pour y croire. Là. C'est pas des petites douanes. Là. C'est large. Puis,
On était en pré-repérage. Il y avait Denis, il y avait Roger, il y avait un de nos producteurs dans la voiture. Puis faut construire ça. OK. C'est sûr qu'il faut construire ça. La scène va se rendra pas. Même si on a une location, là, c'est pas une journée de tournage. Ben non. Mais non. Tu peux pas fermer un border crossing. Ou même une autoroute, il faudrait que ce soit une autoroute assez large en construction. Ouais. C'est beaucoup en demander, tu sais. Ça finit un peu comme ce qu'ils ont fait pour la Matrix. Je pense qu'ils avaient construit un morceau d'autoroute au complet. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on a construit, on a construit dans le désert pour pas avoir de trucs trop près, reflétés dans les bagnoles. Fait qu'on on l'a construit, ça, tu sais. Puis, fait que ça, cette scène-là, c'est ça. C'est un bout. On suit par hélicoptère une route à El Paso. Oui. Parce que les voitures ont vraiment été à El Paso. OK. Ensuite, quand on traverse le pont, les voitures sont en VFX. OK. Quand on va de l'autre côté, on est à Mexico. Là, j'étais allé faire des repérages pendant le tournage de Sicario. J'avais une semaine que tout était en studio, fait que tout était sous contrôle. La production m'a envoyé à Mexico parce que j'ai fait des repérages pour avoir une proposition après ça à donner à Denis. Mais toute cette recherche-là à Mexico a été faite à partir d'un storyboard que Denis avait fait. Fait moi, je voulais comme juste trouver les endroits pour raconter, pour faire les frames du storyboard. Fait que je suis allé avec une équipe à Mexico que j'aime beaucoup, la gang de Red Rum, Stacy, puis Juan Pablo Noval, qui est mon location manager là-bas. Puis, fait qu'on a, en 4 jours, on a refait le storyboard. Après ça, j'avais filmé sur iPhone, je l'ai monté sur iMovie, puis je suis retourné à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, puis j'ai présenté ça à Denis. En tout cas, bon, ça, c'est une longue histoire, mais c'est ça. Fait qu'on est à Mexico. On n'est pas à Juarez, on est à Mexico City. Quand il y a l'échange de prisonniers, on est dans une location à Albuquerque. Okay. Quand on retourne, on est à Mexico. Quand on part de la prison, on est à Mexico City. Sur le pont, on est dans un décor à Albuquerque, en plein milieu du désert. Wow. C'est ça. Fait que c'est le fun de la construction d'un film. C'est comme c'est plein. Une scène peut être faite de plein de lieux. C'est ça la magie du cinéma. C'est plein de lieux qui sont complètement dans l'espace, dans la géographie. D'un plan à l'autre, on dirait qu'ils sont à côté. Ouais. La magie. C'est super. Je me demandais justement par rapport à cette scène-là du border crossing, on a un vrai sentiment de nos personnages qui sont pris au piège. Vulnérables, ouais. Mais on a tout l'espace vide autour. Je trouve que cette espèce de sonance-là... C'est du grand Denis. OK. C'était déjà dans l'intention dès le début. OK. Ça, c'est le génie de Denis. OK. En plus, avec le rythme du film. Il y a quasiment une culminance à ce moment-là. Après ça, ça redescend un petit peu plus là. Tu sais, quand... C'est ça, les films, c'est un peu comme... je vois ça un peu comme un set list ou d'un groupe. Encore là, je reviens toujours à la musique parce que moi, je suis très... ou un set de DJ, tu sais, c'est comme... À un moment donné, il faut que tu... Il y a une modulation, ça peut pas être comme high tout le temps. Ou il faut qu'il y ait... Fait que Denis, par rapport à ça, quand il raconte ses histoires, c'est toujours très bien pensé. Cool. Pour le spectateur. Ben oui, justement, Sicario, c'est un peu mon exemple parfait. Un film très, très bien rythmé. Là. Mais toujours supporté par tous les autres éléments autour. Là, puis la photo de Roger Deakins là-dessus. Wow. Ouais, c'est un film... exceptionnel. Ouais, après avoir travaillé sur tous ces gros projets-là, ça serait quoi un projet de rêve là, que tu aimerais particulièrement faire? Écoute, c'est une bonne question. Mon Dieu, c'est une bonne question. Écoute, un projet de rêve, c'est toujours les histoires. Moi, je suis au service de l'histoire, du service du film, puis j'ai jamais embarqué dans des projets... moi, ce que je le sentais pas, je suis assez picky. OK. J'ai travaillé...
un projet de rêve, faut que le scénario soit bon. Un bon film, c'est un bon film. Est-ce qu'il y aura un genre que j'aimerais un jour m'attaquer? Peut-être un western. Ce serait peut-être un univers qui existe déjà. Je sais pas si c'est quelque chose qui intéresse. Un univers qui existe déjà, mettons, t'approprier une franchise qui existe déjà. Ou ça, j'ai refusé de faire des Marvel parce que t'as pas la liberté. Fait que c'est un comité qui sont toujours au-dessus de toi. Puis comme un Star Wars, j'ai plein d'amis qui ont travaillé sur des Star Wars ou des Marvel, puis ils font comme... Ça fitterait pas... Ce serait pas un bon... Je serais pas heureux. Ah oui, je comprends. Puis ce serait pas agréable. Mais supposons que dans une situation imaginaire, il te laisserait carte blanche. Ouais. Ça, ouais, peut-être, ouais. J'avais demandé, j'avais été approché pour un super-héros, puis je leur avais clairement demandé, puis j'ai dit, est-ce que je peux m'amuser? Ah non, parce qu'on est quand même un... Je suis OK, ben... Mais est-ce qu'on peut savoir lequel? Non. Non, OK. Non, mais... non, c'est ça, mais... Puis tu sais, aussi, il faut s'écouter. J'avais été approché pour faire un film, parce que j'ai travaillé pendant une semaine dessus, j'ai des années de trucs, puis je me suis rendu compte que... Puis j'avais proposé un truc au réalisateur, puis il semblait aimer ça, puis il me disait qu'il aimait ça, puis finalement, quand j'ai fait les premières propositions, quand j'ai fait les premières illustrations, lui, il s'est mis à paniquer. Okay. Fait que là, on s'est parlé. J'ai fait une illustration test pour voir s'il était pour aimer le test. Il a adoré le test, puis j'ai dit, OK, je suis un mauvais casting parce que moi, j'aime pas ça. Puis je suis mieux d'être honnête avec toi parce que si je suis pas honnête avec toi, on n'aura pas une bonne relation. Ça part mal. Puis ça part mal, puis je serai pas heureux, tu seras pas heureux. Puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut juste comme... Je reverrai pas le film. Fait que, t'es sûr, genre, si on se reprendra sur un autre truc, mais là-dessus, ça fonctionne pas. Puis faut s'écouter, il faut être honnête avec c'est de l'intégrité, ça fait partie de ça. Puis tu sais, j'avais pas un autre projet. Puis finalement, il y en a toujours un autre. 2 semaines plus tard, je m'appelle, OK, parfait, j'embarque là-dessus. Puis en tant que directeur artistique, production designer, fait l'esthétique, le visuel, il doit quand même avoir une certaine appartenance un peu assez personnelle, j'imagine. C'est un peu voir tout. Mais là, tes dessins. C'est le fun parce que j'ai eu un super beau email d'un décorateur, de mon ami Gordon Sim, dernièrement. Puis il fait des gros films. Puis il est allé voir un petit film plus petit budget. Au cinéma qui était au Lightbox à Toronto, le Lightbox du TIFF à Toronto. Puis il dit, écoute, je suis allé voir un film, j'étais pris dans l'univers. Il y avait quelque chose qui était vraiment... qui était particulier, mais que je reconnaissais un peu, qui était familier. Puis je n'arrivais pas à savoir c'était quoi. Il dit, j'étais pris dans le film, dans le visuel du film. Puis à la fin, au générique, j'ai vu ton nom. Il dit, OK, ça je comprends. Il dit, t'as une signature. Wow. C'est cool, ça. C'est cool. J'étais comme, wow, merci. C'était lequel film, ça? Faux. OK. Ouais, de Garth Davis. OK. Fait que, il est pas en salle ici. Je comprends pas. C'est un bon film. J'ai aimé ça. C'est avec Saoirse Ronan et Paul Mescal. Okay. C'est un film, d'ailleurs, qui vient d'un roman de Ian Reid, qui est un auteur qui habite à Kingston, en Ontario. Mais on a tourné ça en Australie. Puis on l'a pas ici au Canada, c'est dommage. Une sortie limitée, peut-être? Une sortie limitée, je sais pas pourquoi. Des fois, les mystères. Mais c'est Amazon qui ont produit, donc c'est sûrement limité, puis ça va se retrouver sur la plateforme incessamment, j'imagine. Okay, super. On va regarder ça activement. C'est un espèce de science-fiction twistée. C'est faux, c'est Enemy. Fait que dans le fond, c'est mon deuxième film que je fais qui s'appelle Enemy. Ben oui. Qui est deux films complètement différents. OK, super. Il nous reste pas mal de temps. Mon prochain sur la liste, c'était Enemy. Ah oui, bon, parlons d'Enemy. J'avais surtout les séquences oniriques, là, puis l'araignée géante, tout ça, tous ces visuels-là. Enemy, c'est un film... c'est dans mes plus belles expériences de cinéma parce que ça a été la première rencontre cinématographique entre Denis et moi. OK. Fait que ça raconte... en arrière de
de ce film-là. Il y a le début d'une longue... On a été amis avant, mais là, on a renforcé notre amitié, mais on est devenus des collègues. C'est la genèse d'une longue collaboration. Fait que j'en parle avec des très bons souvenirs. C'est un film pour lequel, en fait, Denis m'avait approché, j'ai lu le scénario. Le scénario me faisait énormément penser au Double de Dostoïevski. Puis il y avait un film, Polanski devait faire un film qui s'appelle Le Double, dans les années 90. Et la personne qui devait le designer, c'est mon mentor, c'était mon Yoda, c'est un designer français du nom de Pierre Guffroy, qui était décédé. Lui, il est décédé en 2010 pendant qu'on tournait Café de Flore à Paris. En tout cas, longue histoire. Et ça m'a beaucoup... pas affecté, mais ça m'a... Mon Dieu, c'était mon mentor. Ça m'a... quand j'ai lu le scénario, j'ai fait... Man, c'est comme... Faut absolument... le scénario m'a complètement allumé. Puis, t'es arrivé à Toronto, puis Denis avait dans l'intention de tourner Toronto, mais sans une brique, sans avoir une brique. Okay. Parce que Toronto, c'est très brique. Fait que là, encore là, j'ai sorti... on devrait aller un peu brutaliste. Oui, c'est très gris, c'est très... Fait que d'ailleurs, ça tient aussi le propos. C'est l'être humain qui perd son identité, l'homme qui perd son identité, puis tout ça. Puis je dis, ce serait le fun de créer vraiment des personnages avec les appartements, puis tout. Puis, fait que, il y avait au départ, en fait, il y avait une volonté de faire ça en location, en tournage naturel. Puis j'ai dit, j'ai convaincu Denis, on devrait vraiment envisager de faire ça en studio. On va pouvoir vraiment contrôler l'environnement. Puis Denis, à cette époque-là, il n'avait pas beaucoup tourné en studio. OK. Puis il y avait un peu une réticence. Il vient du documentaire. Puis t'es pas sûr. Non, fais-moi confiance. Fait on a tourné les deux appartements, les appartements des protagonistes. On disait qu'on soit en studio. Puis, en fait, je dis studio. C'était plus un entrepôt parce qu'on n'avait pas les moyens d'être dans des studios legit. Fait que c'était comme des entrepôts. Il y avait des colonnes partout. Fait qu'il fallait composer aussi dans la conception avec les colonnes. Il fallait les intégrer dans les murs et tout. Fait qu'on a fait l'appartement de Adam, l'appartement de Anthony. On avait la chambre de motel au centre. Puis ce qui était très, très spécial, c'est que... puis il y avait... On a pris des photos nous-mêmes des extérieurs pour les vues. Puis j'avais fait l'imprimer sur des vinyles parce qu'on a fait des translights. On peut rétro-éclairer pour la nuit, front lit ou un mélange des deux pour le sunrise ou sunset. Bon, parce que avec le verre, les matières réfléchissantes, pardon, ça donne une image qui est riche, qui raconte, qui peut être un peu glauque, qui peut... Anyways, on a fait ces décors-là dans le studio et ils étaient tous prééclairés. Et la beauté de tout ça, c'est que le matin, Denis arrivait, Jake Gyllenhaal, le comédien, arrivait. Les deux s'enfermaient dans la chambre de motel, ce qui est un peu étrange à dire, mais ils s'enfermaient dans une chambre de motel. Il y avait une très belle relation. Il apprenait à se connaître. Ils apprenaient à se connaître. Puis ils travaillaient les scènes, ils travaillaient le scénario ensemble. Et nous, on préparait notre journée, mais on ne savait pas nécessairement ce qu'on allait tourner cette journée-là. Okay. Ah, ouais. Et Denis ressortait de la chambre, puis là, il donnait des pages à son l'assistant réel, puis après ça, quand on déterminait, on va tourner aujourd'hui dans l'appartement de Anthony. On va tourner Fait que là, Jake partait en maquillage, puis coiffer un maquillage, et il y a au CCM pour les vêtements et tout. Et nous, on allait dans l'appartement qu'on voulait, chose qu'on n'aurait jamais pu faire si on avait tourné en location. Là, déplacer tout le monde. Non, c'est impensable. Donc Denis a réalisé que, mon Dieu, en studio, ça me donne une liberté de mise en scène incroyable. Puis c'est ça. Fait que c'était le... Puis après ça, le thème, c'était l'araignée, la mer, le symbole de la mer. Puis...
on a joué avec ce motif-là un peu partout. Dans l'appartement de sa mère, les toiles qu'elle fait, ben, c'est du faux Jackson Pollock. Là. Ouais. Ben, c'est comme c'est une toile d'araignée. On avait beaucoup de... Les fils, les câbles des tramways à Toronto. C'est ça. Fait qu'on on s'est bien amusé. On a pris un peu de poids parce qu'on mangeait toujours de la burrata tous les soirs. C'est ça. Le tournage, c'était hyper agréable. OK. Puis toi, c'était pas la première fois que tu te designais spécifiquement pour une production qui va être en studio? Non, moi j'avais fait Young Victoria avant, j'avais fait beaucoup de pubs en studio, j'avais fait... Moi, j'adore le studio. Là. Ça te donne plus de liberté. Moi, ça me donne plus de liberté. Oui, c'est sûr. Ou si on est en extérieur, comme sur Faux, ben, on va la construire, la ferme. On va trouver un lieu incroyable. Sur Faux, j'espère que les gens vont le voir, mais il y avait un lac qui était... il y avait en Australie, il y avait le gouvernement de l'État de Victoria avait fait des barrages pour créer un lac artificiel. Mais ça avait noyé des centaines de milliers d'arbres matures. Mais pas des petits arbres, des très gros arbres. On parle, je sais pas, on parle genre grosseur Parc La Fontaine, c'est comme Mont-Royal, dans la nature, les gros arbres. Là, tout un espace vert. Et dans les années 90, ils se sont rendus, avec toute la période de réconciliation avec les tribus autochtones, c'est parce que ça, ils ont fait ça dans une terre qui appartenait au Yorta. Et ils ont décidé, c'était peut-être pas une bonne idée de faire un lac sur vos terres ancestrales. C'est un petit peu ordinaire. C'est un peu impoli. C'est un petit peu impoli. Et ils ont décidé de drainer le lac. Et ça a donné un landscape qui va prendre des centaines d'années à se régénérer, mais c'est complètement hallucinant. C'est des gros arbres, des gros fantômes qui sont momifiés. Des arbres momifiés, mais comme à perte de vue. Là. Fait qu'on a... On a trouvé l'espace, le lieu, puis on va construire la ferme, là. Parce que le film parle, ça se passe dans un futur relativement proche, en 2065, puis c'est l'état de la planète, puis tout ça. C'est ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, c'est super. Les auditeurs sont là pour t'écouter, de toute façon. Mais, c'est ça. Fait que... marier les deux quand c'est possible. C'est ça. Dans une forêt comme ça, tu peux pas vraiment... Puis tu sais, location, j'aime ça aussi, là, mais faut trouver le lieu qui va raconter une histoire. Puis c'est ça. Faut trouver le lieu. Puis on n'a pas toujours les moyens non plus, faut être honnête. On n'a pas toujours les moyens, fait que on choisit nos batailles. Mais pour des scènes, c'est ça, des scènes, il y a toujours une histoire, une sous-histoire, un sous-texte à une scène. Puis, que ce soit en studio ou en location, il faut trouver l'espace qui convient, qui va parler à la scène. C'est pas... Encore, il n'y a rien de gratuit. Puis, puis, tu sais, sérieusement, entre une location qui va servir la scène, le propos de la scène, ou une qui ne te servira pas, il n'y a pas de différence de prix, là. C'est juste trouver la bonne. Il faut juste donner les moyens de trouver la bonne. C'est tout. Est-ce que toi, dès l'étape, dès que tu mets le crayon sur papier, là, est-ce que tu as tout de suite des considérations budgétaires ou c'est le rôle du réalisateur de tenir un peu? Non, moi j'ai des considérations budgétaires. La manière que ça fonctionne, ça a toujours fonctionné dans mon expérience, c'est que je fais une évaluation budgétaire. Okay. On est toujours conscient avec l'expérience, on travaille sur un tel type de projet, on sait à peu près ça va être quoi le budget. Fait que c'est sûr qu'on fait la conception en fonction de ça. On n'est pas fou, là. Je suis pas fou, je ne vais pas dessiner pour rien. Et on va, on choisit nos batailles. Tout ça, on va faire ça en studio, ça, non, ça. On va trouver des solutions. On trouve toujours des solutions. C'est un travail d'équipe, puis tout le monde est là. Il n'y a personne qui est là sur un tournage pour que l'autre se plante. On veut tout faire le meilleur projet. Fait que c'est la base, là. Fait que moi, après ça, je vais faire un budget. J'évalue puis je propose à la production, au producteur délégué, puis je vais le voir, puis on se parle, puis
Parce qu'ils ne vont jamais s'annoncer. Les producteurs ne vont jamais annoncer leurs chiffres. Ouais, c'est ça. Ils vont jamais faire ça. En fait, peut-être que ça, mais c'est très, très rare. Fait que tu fais comme, OK, c'est correct. Fait que là, tu discutes, OK, pour ça, pour ça. Fait que là, il y a toujours une période de négociation qui se passe bien. Puis si tu as des bonnes raisons, puis ça fait du sens, puis c'est pas... ça sert le propos, puis c'est une discussion honnête. C'est sûr qu'il y a des you win some, you lose some, mais c'est ça. Ça fait partie du processus normal d'un film. Là. Ben oui, puis ça l'influence des fois un peu le processus créatif quand il faut se débrouiller. Puis parfois, j'ai eu des solutions, des situations, tu fais comme, ben ouais, mais si on tourne en studio, là, pour, disons, 1987, la chambre de Ricardo Troggi, est-ce que tu réalises qu'à l'horaire, on est 11 jours dans sa chambre. OK? On est 11 jours dans sa chambre. À un moment donné, là, la chambre est petite, un petit peu boring, puis il y a l'espace pour l'équipe, le recul de la caméra. Ça limite comment tu peux... Ça limite, au moins, si on peut enlever les murs, je parle pas d'utiliser une 400 mm pour aller faire... tu sais, je veux dire, on sort la caméra du studio, puis ça n'a aucun rapport. Mais si on reste dans le périmètre de la chambre, on tourne, ça va aider l'équipe, ça va aller plus vite. Ouais. Puis peut-être qu'en faisant en studio, ou dans un entrepôt, là, si on n'a pas un moyen, on va dans un entrepôt, il n'y a pas de problème, tu vas peut-être pouvoir t'économiser 2 journées de tournage. Qui va amplement payer pour la construction de ça. T'sais. Exact. Okay, mais c'est aussi ça, ces discussions-là. Ouais. J'ai eu des situations où est-ce que tu regardes, où est-ce que j'avais un budget, puis j'aurais pu vraiment rien dire, puis faire, OK, on va construire, ça c'était pour un film Mountain Between Us, on va construire la maison dans un champ, puis après ça, on va suivre la marche à suivre que la production avait décidé, on va tourner tous les petits éléments qui sont un quart de page, un 1/8 de page, une demi-page, qui sont des quarts de journée, là. À un endroit, on va se déplacer à un autre endroit, puis tu fais not say anything. Je dis rien. Mais ta responsabilité aussi, c'est de voir le film, j'appelle ça holistiquement, avoir une vision globale du film. Puis là, j'ai fait toc, toc, toc. Je suis allé voir le First AD, le premier assistant à réalisation. Là, j'ai dit, est-ce que ça fait du sens? Ben, ouais. Je dis, ben, s'il se met à avoir une tempête de neige, là, parce que le film, il y a un crash d'avion sur une montagne, puis on avait construit, on avait amené l'avion sur la montagne en plus détaché, puis tout ça, sur un glacier, puis quand tu tournes à 11 000 pieds d'altitude, tu peux pas aller tourner là nécessairement tous les jours, il peut y avoir du brouillard, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir, fait il faut prévoir d'autres petites scènes. Puis je dis, mais dans le setup que vous avez, là, ce serait pas plus... puis je suis allé à la productrice, puis je sais pas, moi, il me semble qu'on devrait... Parce que vous, votre idée, c'est que toute l'équipe se rencontre le matin dans le lobby de l'hôtel, puis on décide où est-ce qu'on va. OK. Ce serait pas plus simple, on va à chaque matin au même endroit, qui serait dans une vallée. On va construire la maison là, on va construire tous les petits décorettes, tous les petits shelters, tous les petits trucs quand ils tombent dans... On va tout construire ça là, à distance de marche. Fait que s'il fait pas beau, on arrive là, on est déjà sur place, on peut tourner. Après ça, s'il fait beau l'après-midi, on est là, on est sur place. Hey, on fait venir, au lieu les hélicoptères, vous les louez pour 1 mois en stand-by. Au lieu qu'ils partent de la station de ski, on va les prendre, on va les mettre dans le stationnement puis la seule chose que ça va coûter, c'est un camion réservoir pour les fueler, pour l'essence. Ouais. Mais vous allez perdre 0 temps de tournage. Quand tu perds une journée de tournage à cause de la météo, c'est cher. Puis ça va pas à l'écran, cet argent-là. Absolument. Fait que si on est capable de tout concentrer, puis d'amener la production là, ça va sauver énormément de sous. Et là, la productrice dit, ouais, mais t'as pas ça dans ton budget. Je dis, mais toi, t'as-tu les moyens de perdre de l'argent tous les jours que tu tourneras pas? Je dis, ouais, mais tu t'en mets beaucoup sur les épaules. Je dis, j'ai pas le choix pour vous aider de m'en mettre sur les épaules. OK. Ben, c'est l'expérience que tu amènes à l'œuvre. Ouais, c'est ça, c'est comme... autrement. Je sais que je suis fou, j'aurais peut-être rien dû dire, mais je fais ça pour vous, là. Ouais, t'as raison. OK, là, est-ce qu'on fait ça? Tu sais, c'est Fait que là, vous êtes
On a fait ce plan-là. Puis à la fin, les producteurs m'ont dit, écoute, t'as sauvé le film financièrement parce qu'il a tellement fait pas beau que... Ah, super. T'imagines, au lieu de déneiger pour avoir accès aux routes, de déneiger, on ne sait pas combien de routes, on le décide le matin, quelle route va être déneigée. Le temps que tu perds, là, tous les jours, assurez-vous qu'il y a une route qui doit être déneigée. Ouais. Ça, c'est pas nécessairement ma job de faire ça, mais je considère que c'est ma job pareil parce qu'on travaille tous en équipe. Exactement, ben oui. Super. S'il y a quelque chose, il faut lever le flag quand il y a quelque chose, on voit que quelque chose ne marche pas. Non, c'est notre responsabilité. Ben oui. Tout à fait. Ouais, faut que j'y aille. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci ton temps. Salut. Ça me fait plaisir. Merci à vous.